Oui, c'est là, la peine de crier. Il faut le silence pour m'entendre. Bon, je fais résonner ce bol et jaillir une source. L'onde radio d'une fréquence de 93 300 000 Hz vous traverse. Vous êtes sur Radio Campus. Vous êtes bien sur Radio Campus pour la première émission de l'année 2020. Ah oui, effectivement. Le 4e dimanche du mois, vous pouvez nous retrouver sur les ondes de Radio Campus. Donc, c'est l'émission basée sur la spiritualité. On parle de spiritualité. Et je suis avec Thibaut aujourd'hui et je te laisse présenter notre invité. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes avec Mireille qui a été formée donc au niveau du chamanisme avec donc ce qui est les orishas et pour mieux comprendre justement tout ce qui est cette tradition, je vais la laisser se présenter et expliquer son parcours au sein de cette spiritualité. Et pour commencer ce parcours, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir ce qui t'a amené aussi à choisir cette voie et qu'est-ce que tu as découvert dans cette voie. Alors c'est un vaste sujet. Je pense que ce qui m'a amené dans cette voie, qui m'a donné envie de la poursuivre à une époque, parce que maintenant je suis un petit peu dedans et à la fois dehors, et c'est que je me suis toujours sentie en relation avec les arbres. D'accord. Depuis très très longtemps en fait. Est-ce que tu peux juste... J'ai l'impression que depuis que je suis née, j'étais en relation avec les arbres et j'avais l'impression que c'était vrai pour tout le monde. Comme ça. Je pense que c'est ça qui, ensuite, quand j'ai voulu vraiment rentrer dans une voie spirituelle, m'a fait aller, plus que choisir, m'a fait aller vers une voie spirituelle qui prenait en compte les vibrations de la nature. C'est-à-dire que tu te promenais dans la forêt et tu sentais à l'intérieur de toi quelque chose de particulier qui t'attirait vers les arbres ? Alors, avant même d'avoir fait tout travail spirituel, même développement personnel sur moi, j'ai toujours aimé aller me promener dans les forêts et j'avais l'impression qu'il y avait des arbres qui m'appelaient. Donc j'avais envie d'aller vers eux. Et aussi, les périodes où je me sentais plutôt déprimée, j'avais besoin de chanter avec ces arbres. Donc des fois, je chantais dans la forêt. Et c'est vrai qu'après, j'ai rencontré des guides qui chantent à travers moi. D'accord. Ces guides sont des esprits désincarnés ou des personnes bien incarnées ? Alors, quand je parle des guides qui chantent à travers moi, c'est des esprits désincarnés. Ce que j'appellerais entités de lumière. Mes guides, oui. Mais j'ai eu aussi des guides terrestres. Ces guides terrestres, tu du coup les as rencontrés grâce à tes voyages ou alors au sein de... comment ça s'est passé en fait dans ta vie pour que tu en arrives là, pour que tu te lances en fait dans cette voie ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour s'initier finalement à tout ça ? Alors, l'élément déclencheur, c'est que quand j'avais une trentaine d'années, j'ai passé par une grande période de dépression. La mort de mon père, les événements de 68, tout ça. Et donc, j'ai cherché à rencontrer des psychologues. J'ai fait moi-même, du coup, j'avais fait des études de mathématiques. J'ai fait, en parallèle de mon travail, des études de psychologie pour comprendre ce qui se passait. Et j'ai rencontré quelqu'un qui, pour moi, était mon premier guide, qui s'appelait Michel Sokolov, qui a créé un centre à Trimurti, dans la région de Kogola. Alors, il est décédé maintenant il y a quelques années. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce centre, mais lui, il revenait d'Inde.
Et à cette époque, il innovait assez. Il avait vraiment... Enfin, pour moi, c'était quelqu'un qui avait une grande spiritualité. Et il m'a ouvert à toutes les spiritualités du monde, au niveau, disons, à un premier niveau intellectuel, alors que je ne connaissais rien dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec lui au niveau thérapeutique. Et que peu à peu, il m'a fait découvrir donc une voie spirituelle qui était l'Umbanda du Brésil, lui-même étant allé au Brésil, et donc m'a fait découvrir les personnes qui étaient dans cette voie-là et qui étaient déjà bien avancées. Et du coup, suite à cette découverte de ce personnage, tu as fait un voyage au Brésil pour plus t'immiscer dans cette culture, dans cette tradition ? Alors à travers Michel Sokolov, j'ai rencontré ce qu'on appelle au Brésil des babalao, souvent on ne dit pas Pai de Santo, mais le mot babalao a plus de sens. Et puis très vite, disons, j'ai rencontré Babi Garou, qui est devenue mon initiatrice dans l'Umbanda. Mais c'est Michel Sokolov qui me l'a fait rencontrer. Et donc, à une époque, elle est venue en France. Et puis, peu à peu, moi, j'ai fait des séjours au Brésil, disons, d'un mois à chaque fois, 5 semaines maximum. D'accord. Et cette initiatrice à l'Umbanda, c'est ça ? Quelles pouvaient être les initiations qui t'étaient proposées est-ce que, par des exemples, tu pourrais nous faire vivre, imaginer surtout ce que tu as pu vivre au cours de ces moments ? Alors déjà, dans les rituels d'Umbanda, les cérémonies qui, au Brésil, ont lieu 1 fois par semaine. Et là, au début, j'étais dans un temple à Genève, mais bon, disons qu'après, je suis allée dans le temps. J'ai fait une initiation avec Babi Garou au cours d'un voyage, d'ailleurs, à Compostelle. Et donc là, j'ai appris à rentrer en relation avec mes guides par incorporation. La médiumnité d'incorporation, à la différence de la médiumnité de clairaudience ou de clairvoyance, où on voit et on parle, où on dit ce qu'on entend. Là, quand on est médium d'incorporation, le guide rentre en nous et nous fait prendre une position corporelle. Et par exemple, on va rencontrer ce que ils appellent preto velho, mais disons que moi je traduis par vieux sage, qui nous met en relation avec la sagesse des ancêtres, en fait, qu'on retrouve dans les traditions amérindiennes aussi. Et du coup, on va être obligé de s'asseoir, parce qu'un vieux ne peut pas rester debout. Et corporellement, on sent qu'on est obligé de s'asseoir ou d'avoir un bâton pour marcher. Ça marche. Et c'est dans la tradition, en tout cas, ce qui est au-delà de la forme, on va dire que ça prend, c'est surtout ce qu'on peut vivre à l'intérieur de cet échange, de cette rencontre. Qu'est-ce que ces rencontres, finalement, ont éveillé en toi ? Alors, déjà, quand enfin on m'a dit que j'étais médium, pour moi, j'ai eu l'impression qu'enfin, on me reconnaissait. Parce que dans mon enfance, je n'avais pas entendu parler de médiumnité, même des autres formes de médiumnité, un peu des histoires de table tournante, mais c'était plutôt un jeu, enfin des choses comme ça. Tandis que là, en fait, quand d'ailleurs Michel Sokolov m'a dit qu'au Brésil, il y avait des personnes qui incorporaient ce que j'appelle, pour que ça soit compris en français, des vieux sages, ça m'a parlé tout de suite. J'ai ressenti quelque chose. Pour moi, c'était une évidence, mais que je ne saurais peut-être pas mieux expliquer. J'ai l'impression du coup que ce qui se trame dans ces initiations, c'est reconnaître cette évidence qui vit en soi, et c'est reconnaître cette sensation de vivre qui n'était pas reconnue dans une autre culture, qui ne connaît peut-être pas la médiumnité, qui n'en a peut-être jamais entendu parler. C'est
reconnaître son espace de vie et arriver à le mettre en place dans sa vie. J'ai l'impression que, quelle que soit la spiritualité, c'est toujours ça qui est recherché et mis en avant. C'est à peu près aussi ce que tu évoques. Oui, quelque part, ça nous permet de nous reconnaître dans notre lien avec ce que j'ai envie de dire, le divin. Le divin, mais au sens... que peu importe le sens que vont y mettre une personne, sens universel. C'est les autres dimensions, les autres plans de conscience, tous ces plans-là, que moi, personnellement, j'ai la certitude qu'ils existent, en incluant aussi tout le monde de l'invisible, le petit peuple, les grands êtres, enfin bon... Mais oui, pour moi, à un moment donné, c'est devenu une évidence. Donc c'est pour ça que c'est des fois difficile à faire passer avec des mots. Par contre, au niveau d'initiation, quand on commence, on participe à des cérémonies, comme il y a des tambours africains, en particulier dans le Banda, au départ, disons qu'on va rentrer dans une forme de transe. Donc après, on peut avoir peur de la transe, il faut mieux qu'il y ait des personnes à côté qui nous aident à comprendre ce qui se passe, à aussi faire qu'on ait l'impression d'être soutenu au niveau physique. Puis peu à peu, on va faire aussi ce qu'on appelle des camarines au Brésil, des camarinhas, qu'on peut traduire par retraite, où là on fera éventuellement même de la méditation. On peut peu à peu rentrer avec d'autres niveaux de conscience et on rencontrera d'autres guides. Comment tu pourrais définir cette transe pour que les auditeurs puissent aussi mieux comprendre ce qui est entendu par là? Alors, disons, la transe d'incorporation, c'est se mettre en relation avec d'autres espaces extérieurs à nous, puisqu'effectivement, un esprit ou une entité va venir en nous et nous faire prendre une position. Donc, il ne faut pas que il faut laisser venir ce qui vient du haut, j'ai envie de dire, et pas de ce qui vient à l'intérieur de nous. D'accord. C'est un être extérieur qui rentre à l'intérieur, par contre. C'est ça? Oui. D'accord. Oui. Et quand il rentre à l'intérieur, par contre, on essaye de le vivre de l'intérieur? Je sais pas, parce que souvent... C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on fait qu'un, normalement, peu à peu, on fait qu'un avec lui. Parce que ce qui est souvent... Alors, il y a des médiums d'incorporation qui sont complètement inconscients, ce qui est assez rare. Donc, en général, on garde notre conscience. Ce qui fait qu'on peut se dire, c'est pas quelque chose d'extérieur, mais c'est nous. Donc, à un moment donné, il faut accepter de laisser passer et de mettre notre mental de côté. Mais comme on le met aussi dans la méditation. J'ai l'impression le lien qui est fait dans la tradition des yogis, qu'on retrouve dans le Tantra Loka, c'est l'ivresse du yogi. Et j'aime bien cette métaphore parce que concrètement, tout le monde s'est déjà essayé une fois à la bouteille et en fonction de son état d'ivresse, on peut atteindre des états d'inconscience. Certains sont très propices à des états d'inconscience quand ils sont dans ces états-là et d'autres pas du tout. Moi, par exemple, je n'ai jamais été inconscient, quel que soit mon niveau d'ivresse, même à des états très poussés. Et j'ai l'impression que du coup, c'est un peu cette même chose, c'est-à-dire là, c'est sûr, c'est une molécule donc d'alcool qui vient rentrer et transformer le corps. Là, c'est un esprit qu'on vient appeler, qui vient transformer le corps, mais on arrive finalement à ces mêmes états peut-être de désinhibition, parce que dans les images populaires de la transe, il y a quand même ce personnage, on va dire, qui se transforme complètement, qui convulse, son visage qui change, ses yeux qui changent, sa voix qui peut changer. Est-ce qu'on est dans le même ordre d'idées au niveau de la transe ou alors c'est plus soft? Comment toi tu l'as vécu? Comment ça a été? Alors, c'est vrai que de l'extérieur, les yeux peuvent changer, la voix peut changer. Moi je ne peux pas dire comment je me vois de l'extérieur puisque je suis dans l'incorporation. Alors, par rapport à l'ivresse, on peut faire un parallèle, pourquoi pas, mais disons quand même, l'ivresse, ça a touché, ça a déstabilisé des molécules à l'intérieur de toi. Alors que là, normalement,
il me semble que ça déstabilise pas, au contraire, si tu es vraiment en relation avec un bon guide, une bonne entité, ça te permet d'être dans un autre état plus lumineux. Alors que la boisson peut des fois mettre dans des états pas du tout, de mon point de vue, lumineux. Oui. Et donc par rapport à ces esprits qui peuvent rentrer à l'intérieur du praticien, qu'est-ce qui pourrait être? Est-ce que tu pourrais nous les décrire, nous les expliquer un peu mieux? Alors justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il peut y avoir donc, moi, ce que je vais appeler guide, entité de lumière, un esprit qui nous met en relation avec la sagesse des vieux. Donc, la description, ça va être extérieur. C'est ce que toi, tu vas voir extérieurement. Et le médium, bon, comme normalement, comme il reste conscient, mais que je te disais, là, à ce moment-là, il faut que son mental soit mis de côté, comme dans la méditation d'ailleurs, et je pense comme ça doit se faire chez Odile Samprin. C'est difficile de décrire. Ce qui est important, c'est de laisser passer. Laisser passer, et alors du coup, à travers le médium que tu peux être ou que je peux être, l'esprit va pouvoir éventuellement donner des messages ou faire passer de l'énergie. Et normalement, et quand quelqu'un incorpore, il y a toujours quelqu'un à côté qui va soit retranscrire les messages, pour les transcrire mot à mot et qu'après il n'y a pas interprétation, ou éventuellement dire ce qui s'est passé. Et moi, pareil, ce que je peux ressentir, c'est le bonheur que j'ai éventuellement de laisser passer à travers moi ces guides. En particulier, j'ai parlé des vieux sages, mais il y a aussi ce qu'on appelle cabocla. Là, je n'ai pas trouvé tellement le mot, qui est plus en relation, qui nous transmettra plus une force adulte. Donc au niveau de... est-ce que tu pourrais mieux nous décrire justement ces esprits qui peuvent venir dans ton corps, qui peuvent être incorporés par les chamans, pour mieux qu'on comprenne justement ils sont de quel ordre? En off, tu me parlais justement de ces esprits vibratoires, avec des différences entre esprit et finalement force de vie. Je ne sais pas si je fais bien la distinction, et du coup, n'hésite pas à définir tout ça justement. Qu'est-ce que la force de vie et qu'est-ce que l'esprit? Ça, c'est une vaste question. Moi, tout à l'heure, avant qu'on commence, je t'ai parlé plutôt de vibration de la nature, ou orisha dans la tradition africaine, et guide de lumière qui peut venir en nous. Okay. Voilà. Alors, on rejoint le monde des esprits, mais qui sont très vastes. Et je pense que, disons que cette expérience de l'Ubanda peut se ramener sans doute à une expérience de chamanisme, mais sans doute est-ce un petit peu différent quand même. Moi, il m'arrive d'incorporer ce qu'on peut appeler une femme oiseau, et dans ces cas-là, c'est un peu différent des autres incorporations. J'ai vraiment l'impression de parcourir le monde. Mais j'ai une sensation. C'est comme si je volais au-dessus du monde, et que une fois j'ai été emmenée vers une grotte où il y avait des aurochs. Et après on peut dire que c'est du délire si je raconte ça. Je pense que c'est très difficile à expliquer. Il faut le vivre. Ce qui est important, c'est de le vivre. Ou alors, au moins de voir quelqu'un qui incorpore. Pour les non-initiés, il y a un autre moyen de vivre une sorte de transe, c'est la musique. Alors on va faire une petite pause musicale. Et c'est donc Nana, qui est l'artiste Nana. La chanson s'appelle « C'était Linha Stem Umbanda ». Saluba, vovó. Alors, c'était... donc Nana, c'était Elena...
une chanson brésilienne, puisque du coup, on est parti un peu au Brésil. Hein. Tu es parti au Brésil et tu nous emmènes un peu via ton expérience. Alors je vous laisse vous reprendre où vous en étiez. On va pouvoir reprendre sur cette expérience intérieure qui est l'incorporation et que tu expliquais justement dans un domaine là comme quand tu devenais un oiseau, quelque chose de merveilleux. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur ces merveilles intérieures qui peuvent s'éveiller ? Oui, alors le problème c'est que pour moi c'est pas uniquement une expérience intérieure, parce que si ça vient uniquement de toi, il n'y a pas d'incorporation. C'est comme la médiumnité, toute forme de médiumnité. Si c'est pas en la personne, c'est qu'il y a une relation avec d'autres plans. Donc il y a toute cette relation avec d'autres plans que tu retrouves dans le chamanisme. Mais c'est une forme de chamanisme à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'ai des fois du mal à te répondre. Est-ce que c'est pas intérieur ? La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, les guides qui vont venir en toi, donc dans l'Obanda, on dit qu'on les a choisis au moment de la conception, sont quand même en relation avec ce que tu es, toi. Et que c'est merveilleux que je peux rencontrer à nouveau à travers eux. Je l'avais déjà en moi, puisque j'ai toujours aimé les contes. Et que quand j'ai rencontré les premières années où j'ai rencontré mes guides, ils m'ont fait écrire un livre de contes, en particulier Ma vieille sage. D'accord. Voilà. C'est un livre que tu as édité d'ailleurs, que tu as fait plusieurs livres. Est-ce que ça en fait partie ? Disons que j'en ai 2,5 parce qu'il y en a un, le dernier c'est plutôt une petite brochure. Mais le premier qui s'appelle Les contes d'Estamarania, mon guide se présentant sous ce nom-là, a été écrit dans les premières années où je pratiquais, où j'allais à des cérémonies au Banda. D'accord. Et tu évoquais aussi ce lien entre le monde du conte et le monde des mathématiques, sur lequel tu étais très proche dans ta jeunesse. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que pour moi, quelque part, il y avait une même forme de logique. On retrouve dans les contes une logique qu'on peut trouver en mathématiques. Et cette forme de logique aussi qui peut nous permettre un certain discernement dans la vie. De ne pas accepter n'importe quoi s'il n'y a pas une preuve. Moi, je pense que c'est ça qui m'a attiré dans les mathématiques. Puis dans les mathématiques, il y a aussi la notion de jeu. Mais que ça, je mettrais avec une différence avec mes guides. Bien que dans l'Ubanda, il y a 3 guides principaux, ce que j'appelle les vieux sages, le guide plus en relation avec l'âge adulte et qui chante à travers moi. Et aussi, on peut incorporer des enfants. D'accord. Et effectivement, l'enfant que j'incorpore est plutôt une enfant joueuse. Ça me fait beaucoup penser à ce que Carl Gustav Jung appelait le fripon divin, qui était notre part d'ombre qui se joue de nous sans arrêt, qui nous éveille au merveilleux en mettant justement des entraves dans notre vie pour nous faire voir que la vie n'est pas telle qu'on la croit, mais qu'elle est bien au-delà. Ça me fait penser à ça, cette enfant joueuse. Est-ce que tu y vois un parallèle ? Ou pas, hein. Je sais pas. Je crois que pour moi, quand même, avoir découvert mes guides et que j'étais médium d'incorporation, ça m'a permis, ce que je te disais tout à l'heure, de retrouver ce que j'étais vraiment au fond de moi. Ce que j'avais toujours été, parce que si on est médium en naissant, en fait. Mais en même temps, c'est pas complètement nous, c'est la relation qu'on peut avoir avec d'autres plans. Je crois que c'est quand même important de se mettre dans d'avoir cette idée-là, en fait. Donc, c'est un peu dans l'idée qu'on attire les esprits qui nous ressemblent. Un peu dans l'idée qu'on attire les esprits qui nous ressemblent, ou avec qui on a des choses en commun, quoi. Des affinités. Des affinités. Et cette mise en lien, justement, avec ces esprits, est-ce que c'est quelque chose de régulier maintenant, qui est complètement inscrit dans ta vie, que tu fais
Est-ce que tu fais par exemple des rituels ou des choses qui te permettent de rester connecté, on va dire, à ce monde Bon, alors c'est vrai que maintenant, je suis connectée avec mes guides, mais je ne vais pas les appeler tout le temps. Mais je peux aussi me connecter sans rentrer dans l'incorporation. D'accord. Mais ce qui est important, pour moi, si je les appelle, c'est qu'ils nous aident à rentrer justement en relation avec ces autres plans de conscience. Parce que moi, j'ai la certitude qu'il n'y a pas que la Terre, qu'il y a aussi d'autres êtres dans l'univers, qu'il y a peut-être d'autres terres aussi. Et ce qui est important, c'est qu'on rentre en relation, si on appelle ces guides, avec un autre espace, mais pour nous aider à évoluer ensemble. Et dans comment tu les évoques, j'ai l'impression que vraiment, ils font office finalement de mentor, mais qu'au bout d'un moment, cette force, tu l'as acquis à l'intérieur de toi. Tu es comme indépendant, on va dire, de ces mentors, et tu as plus besoin de les appeler pour éveiller cette force. Est-ce que ça se joue comme ça ? Disons que eux, ils ont éveillé en moi ma force de vie, en fait. Qui m'aide à accepter la vie sur Terre, en fait, et à la vivre. Et à évoluer. Il m'aide surtout à évoluer, puisque là, on rejoint la philosophie bouddhiste, qu'on est venu sur Terre pour évoluer. Donc, il m'aide dans cette évolution, et dans l'évolution que j'ai à faire moi, mais aussi, ils peuvent aider l'évolution d'autres personnes autour de moi qui pourront les consulter ou les rencontrer. Ou d'autres guides, à travers, par exemple, Babi Garou qui m'a initié, peuvent aussi m'apporter des messages quand je la rencontre incorporée. Et ça me fait penser à le travail d'un anthropologue qui s'appelait Aloy, H-A-2-L-O-Y, qui expliquait justement que son initiation avec les Oruchas a été pour lui un apprentissage émotionnel, c'est-à-dire il a comme réussi à se connecter à des pans émotionnels de lui-même qu'il n'arrivait pas à accepter avant et qu'il a enfin pu accepter et qui ont complètement transformé sa vie. Alors, il a essayé dans son mémoire justement de faire des liens entre la vision occidentale et son expérience intime. C'est pour ça qu'il utilise le terme d'émotion, qui est un terme un peu plus connu. Mais quand je l'avais rencontré, justement, il témoignait qu'à présent, il acceptait qu'il avait un Orusha en lui, qu'il était devenu cet Orusha. Je me souviens plus de c'est quoi un Orusha, du coup, vous en avez dit? Il parlait d'Orisha ou d'Orusha, lui? D'Orusha. Orusha. Donc, je sais pas. Un dieu, un esprit? Redéfinis Orusha aussi pour qu'on ait les mêmes bases. Alors, dans l'Ubanda, qui est donc une religion qui est un peu différent de brésilienne, définition du candomblé, disons, l'Orisha va être une vibration de la nature à l'état pur. Ok. Par exemple, la vibration de l'eau des rivières, ou de l'eau de mer, ou du rocher, ou de la forêt, ou de la lumière pure. Donc ça va être une vibration à l'état pur, une énergie à l'état pur. D'accord. Alors ça va aussi dépendre un petit peu des temples, enfin tout ça, c'est pas... il y a des différences un peu partout, enfin bon. Mais quelque part, l'Orisha, des fois, est aussi l'esprit qu'on incorpore, enfin bon. Mais il y a quand même une différence dans le travail d'initiation entre laisser venir en soi un esprit, une entité de lumière d'autres plans, et plutôt une force de la nature, une vibration de la nature. Dans cette vibration de la nature, j'ai l'impression que, en tout cas, dans mon esprit, ça me fait un lien direct avec cette recherche des alchimistes qui était retrouver l'âme du monde, ce qui anime le monde, cette sorte de vibration primordiale qui était leur quête de la pierre philosophale de manière symbolique,
mais j'ai l'impression, dans ce même ordre d'idée au niveau de la symbolique, puisque tu parles de lumière, c'était l'or, mais on est dans, j'ai l'impression, cette même expérience, c'est-à-dire trouver au fond de soi, au fond de toute vie, en fait, cette chose qui anime la vie. Oui, alors, bon, en même temps, je sais pas, c'est au fond de moi, mais c'est aussi en relation avec les fonds de chacun. Oui. Parce que, justement, incorporer pour soi tout seul, c'est un peu à ça que je suis confrontée, y compris dans ma vie actuelle. Je ne sais pas si ça a un grand sens. L'important, puisqu'on est tous sur Terre, c'est aussi d'évoluer ensemble et de s'entraider à évoluer. Donc ça va peut-être me faire du bien à moi d'incorporer. C'est vrai qu'à un premier niveau, j'ai rencontré, par exemple, je me rappelle une personne au début où j'incorporais qui était complètement courbée en deux, qui avait à peine 40 ans. Hein. Et elle a commencé à incorporer, et elle n'a pas eu besoin de se faire opérer. Elle s'est redressée. Donc ça lui fait du bien à elle, je suis d'accord. Mais peut-être qu'elle était dans cette étape parce qu'elle n'arrivait pas à trouver sa voie de ce qu'elle pouvait faire avec d'autres et apporter à d'autres. Alors je l'ai perdue de vue, mais je sais qu'elle est rentrée, elle en plus elle était d'origine africaine, donc elle est rentrée beaucoup plus dans cette tradition, et sans doute qu'elle a apporté beaucoup de choses à d'autres personnes qui ont pu venir la consulter. Je pense qu'il y a ça aussi, ça n'a pas de sens si c'est uniquement pour soi. C'est vrai que dans la psychologie, c'est beaucoup des traductions qui sont faites uniquement pour soi, pour son développement intérieur et tout ça. Mais j'ai l'impression que ça voit plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est que ce monde intérieur est tellement accepté qu'il est en connexion avec le monde extérieur. C'est simplement que dans la dynamique psychologique, ils reconnaissent que le monde extérieur est qu'une émanation de son monde intérieur. Si on a été frappé toute sa jeunesse par son père, alors toutes les formes paternelles peut-être peuvent avoir cette forme de violence, parce que son monde intérieur est comprimé avec ça. En travaillant sur le soi, on retrouve un contact avec l'extérieur plus sain, autre en fait que celui qui nous a conditionnés. Et c'est pour ça que c'est vrai que dans les traductions que je donne, c'est souvent lié au soi intérieur, mais ce soi, c'est avec un grand S, et il contient tout le monde autour de soi. C'est du coup cet intérieur et extérieur est aboli pour tenir compte du fait que son expérience intérieure fait partie du monde extérieur, et ainsi on arrive un peu à la même révélation que dans les textes des Upanishads où ils disent Tattvamasi, c'est-à-dire tu es cela, et tu rejoins ainsi le grand tout. Du coup, c'est vrai que cette différence peut paraître audible, mais elle n'est pas dans l'expérience intérieure, en tout cas du praticien alchimiste, comme l'évoque Carl Gustav Jung. Ainsi, l'idée, j'ai l'impression, est similaire, mais c'est vrai qu'on peut entendre des nuances. Je te l'accorde. Ouais. Moi, personnellement, quand j'ai rencontré Michel Sokolov, j'ai fait beaucoup de travail sur moi au niveau psychologique, bien que lui était très ouvert à d'autres niveaux. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que j'aille au-delà. J'avais besoin d'un développement spirituel. Jusqu'à maintenant, ça avait été un développement psychologique. J'avais besoin de passer à l'autre niveau. Peut-être qu'au niveau psychologique, ça m'avait aidé au niveau de l'âme. Et après, j'avais besoin de passer au niveau de l'esprit. C'est ce que j'ai envie de dire du divin au sens très large, parce que je ne vais pas définir le divin. Chacun peut le définir à sa manière. Mais si on lit les Upanishads, effectivement, on retrouve tout ce qu'on peut retrouver comme philosophie dans le Banda, dans les traditions, y compris celtes. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment ce travail sur les vibrations sont vraiment universelles. Ce travail avec la nature, c'est vraiment universel. On va le retrouver partout. Mais après, il y aura peut-être les pratiques pour évoluer, qui sont peut-être différentes. Il y a peut-être des gens qui peuvent évoluer en étant ermites et qui vont même pouvoir envoyer d'énergie à d'autres à travers le fait d'être ermite.
Je pense que si on est dans un travail d'incorporation, on a besoin de rencontrer les autres. Enfin, voilà. Ainsi, si je comprends bien, dans l'initiation Ubanda, c'est d'abord intégrer un sorte de collectif, un groupe, et c'est faire partie d'un groupe qui est important. Parle-nous peut-être un petit peu de ce lien au groupe qui te semble porteur. Alors, je ne sais pas si... Enfin, de toute manière, quand on commence à incorporer, qu'on fait un travail d'initiation, effectivement, on participe à des cérémonies où il y a un groupe. Ce qui ne veut pas dire qu'éventuellement, après, on va rencontrer les personnes comme amis dans la vie courante. Mais effectivement, incorporer ensemble peut aider vraiment à rentrer en relation avec ses propres guides. Et puis ceux qui sont plus avancés dans l'incorporation vont pouvoir aider les autres personnes à accepter en tous les cas ces guides. Quand je dis que là, moi, on a besoin de groupes, ce qui me semble actuellement dans ma vie, parce que je ne me mettrai pas comme représentante de l'Ubanda, vu qu'actuellement, je n'anime pas de rituel Ubanda. J'en ai animé pendant 15 ans quand j'habitais à la région de Grenoble, mais là, je l'ai quitté. Donc, il m'arrive d'incorporer, quand je vais aller dans la nature avec d'autres personnes, si je sens que c'est possible, que ce n'est pas considéré comme un spectacle, parce que ça n'aurait aucun sens. Mais ce que moi, je sens, et je ne dis pas que c'est en tant que représentante de l'Ubanda que je le dis, c'est en tant que personne ayant fait un travail spirituel sur elle, c'est que qu'on a besoin les uns des autres pour entrer dans cet univers de la spiritualité, qui est différent d'univers, qui va au-delà de l'univers de la psychologie pour moi, et que de l'univers de la vie physique de tous les jours, pour justement s'entraider à évoluer, à aller vers une plus grande lumière, y compris pour aider la Terre à évoluer. Alors, je ne sais pas si je suis très claire. Et ce n'est pas uniquement le groupe qui va m'aider à incorporer. Parce qu'actuellement, je suis pratiquement pas entourée de médiums d'incorporation. Mais je suis entourée d'autres personnes qui ont aussi une recherche spirituelle, et pour certains, qui ont envie d'aller ensemble pour évoluer spirituellement, pour monter vers la lumière. Oui, je comprends bien. Tu as évoqué quelque chose un peu plus récemment là, dans cette réponse, c'est celle du spectacle ou de la réalité qu'on voit dans le film de Corinne Sombrin, justement, Un monde plus grand, où à un moment, la chamane fait une cérémonie et elle explique qu'au cours de sa cérémonie, elle raconte des recettes de cuisine, mais que ça convient aux touristes parce que comme ça, au moins, ça fait marcher le village, ça donne de l'argent et ça permet de faire survivre justement plusieurs personnes. Ce lien, on va dire, cette perte du sacré, c'est quelque chose, toi, comment, on va dire, tu te sens, tu te vis dans ta différence par rapport à ce monde autour de toi qui peut-être être profane, peut être profane par rapport à cet univers et peut-être aussi le profaner du coup par sa vision ou par ses propositions comme peut-être il y a pu y avoir. Alors, je ne sais pas si je comprends bien ta question. La question, c'est surtout le côté comment toi tu te sens par rapport aux autres. Est-ce que tu te sens en décalage ou est-ce que tu te sens connecté finalement dans le monde dans lequel tu vis aujourd'hui, puisque tu es à Mozac, c'est bien ça, et donc du coup tu es inséré quand même dans cette vie occidentale. Alors, bon, ça va dépendre des personnes. Moi, ce que je cherche, justement, c'est des personnes avec qui on pourrait avancer ensemble dans un travail spirituel qui nous conduit vers la lumière. Et bon, j'ai vécu quelque chose qui a été important pour moi, justement, samedi dernier, où on est parti 4 personnes sur un site énergétique. Il y en a beaucoup dans la région. Enfin, si tu es d'accord pour dire qu'un rocher peut avoir plus d'énergie qu'un autre, ça arrive. Et les cascades peuvent avoir certaines énergies. Donc on est allé sur un site énergétique où il y avait d'abord un rocher et plus loin une cascade.
Est-ce qu'on peut le nommer pour les curieux ? Est-ce que tu peux nommer ce lieu pour les gens qui veulent... Est-ce que tu peux nommer ce lieu pour les gens qui veulent s'y rendre ? Oui, pourquoi pas. C'était à Pronsa. Bon. Donc, on est allé sur le lieu. Moi, j'avais demandé que justement, qu'on y aille en s'unifiant pour faire un travail ensemble. Et que je voulais bien donner, la structure du travail. Et puis après, on verrait, on serait très libre dans l'improvisation. Ce n'était pas un rituel Oubanda que je proposais, pas du tout. Donc, en arrivant à Le Rocher, j'ai fait une demande des cercles de protection. Après, on est allé vers la cascade, où, alors, comme il faisait froid, l'eau, c'est pas évident. J'avais pris une bouteille en verre pour aider, pour pouvoir la remplir. Donc, moi, j'ai fait un rituel en me servant justement de chant de choum, de chant de la rivière, pour me purifier. J'ai aidé les autres personnes à se purifier avec l'eau que j'ai pu prendre dans la bouteille, en m'approchant le plus possible de la cascade, en le mettant sur la tête. Et puis, il y a quelqu'un qui voulait méditer. Bon, moi, je pensais qu'on allait retourner tout de suite vers Le Rocher. En fait, on est resté là. Il se passait beaucoup de choses. J'ai senti mon guide qui chante, qui est venu. Une autre personne a eu un message à sa manière de clairaudience. Et les deux autres, je ne pourrais pas expliquer parce qu'il faudrait que ce soit eux qui expliquent ce qui s'est passé. Mais du coup, je pensais qu'on y resterait 10 minutes, un quart d'heure. On y restait plus d'1 heure. Et il y avait une relation avec les personnes, là. Quand j'ai dit, bon, on retourne vers Le Rocher, puisque maintenant on est purifié. Ça, c'était important aussi de se purifier de tous nos miasmes de la vie de tous les jours. Quand on est retourné vers Le Rocher, là, bon, il y avait un espace qui était plus dans ce qu'on peut dire une énergie de l'obscurité. Après, il y a Le Rocher en plus, il y a des sculptures sur ce rocher qui permettent de passer de l'ombre à la lumière, parce que c'est des sculptures qui viennent, je ne pourrais pas te dire de quand, mais au moins des premiers chrétiens, puisqu'il y a un poisson et qui fait passer vers un rocher de guérison. Donc, on peut s'appuyer contre ce rocher et se sentir mieux après. Donc, il y avait quelqu'un qui ne savait pas trop ce que ça pouvait vouloir dire, passer de l'obscurité à la lumière. Donc, comme moi, les deux autres personnes étaient dans la géobiologie, je les ai laissés faire. Et alors qu'il y a des choses qu'on peut des fois trouver avec les mains, sentir les énergies avec les mains, eux, ils l'ont fait avec des baguettes. Bon. Et ils nous ont dit, ce serait bien que chacun se mette là. Là. Bon, moi, j'ai accepté aussi de faire ce qu'ils me disaient. Et c'est ça qu'actuellement je dis aussi, unir nos énergies et nos connaissances, sans qu'il y en ait quelqu'un qui dise, mais je sais plus que l'autre. Et à ce moment-là, on m'a demandé d'harmoniser le lieu. Donc moi, j'harmonise avec un de mes guides, celle qui chante. Donc il s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant que je chantais. Mais quand j'ai réouvert les yeux, celui qui connaissait moins, il était vers l'énergie de guérison. Et il avait ressenti un certain nombre de choses. Donc, ensemble, on avait pu créer un monde de passage vers plus de lumière. Et moi, en tous les cas, j'ai vécu ça comme du merveilleux. Et j'ai eu l'impression que les autres personnes aussi. Donc, c'est un peu ce que je cherche actuellement. De ne pas rester dans les techniques et les pratiques, mais d'être dans ce côté vibratoire de la Terre qui va nous permettre aussi d'aider la Terre avec tous les problèmes qu'elle a actuellement, mais pas de l'aider uniquement en nettoyant, ce que je trouve très, très important, mais aussi en passant sur d'autres plans. On va faire un break musical. Pardon ? On fait un break musical. Voilà. Ok, alors c'est Nas Marrakech, Laila Aïcha Amdouchia. C'est toi qui... Tu vas mettre des commentaires comme c'est toi qui voulais... Oui, c'est de la musique Gnawa, donc c'est des musiques de trance du Maghreb, si mes souvenirs sont bons, en tout cas Afrique du Nord, et qui sont des chants lancinants comme ça pour permettre à retourner à l'intérieur de soi et se laisser bercer. On va l'écouter tout de suite.
Alors pour cette dernière partie, tu commençais à parler justement de ton projet, ce qui t'animait. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu aurais envie de mettre en place justement sur ces prochaines semaines et les prochains jours pour accueillir les gens, recevoir les gens? Dis-nous tout. Alors, je reviens justement à cette relation que j'avais eue avec les arbres depuis toujours. Donc, ce que j'essaye de créer, c'est ce que j'appelle un bosquet humain, où à l'image des arbres qui communiquent avec leurs racines, ça c'est reconnu scientifiquement actuellement, que des arbres cèdent, si un arbre ne va pas bien dans une forêt, les autres leur envoient des nutriments par les racines. Et bon, moi j'ai créé un petit peu ce que j'appelle la méditation de l'arbre, où je demande aux personnes de s'ancrer dans la terre et de sentir de leurs racines qui s'enfoncent dans la terre et qui vont rejoindre la racine d'autres personnes. Et après, nos bras qui deviennent comme des branches et qui sont à ce moment-là des racines dans le ciel, et à l'image des arbres qu'on va pouvoir passer de la lumière céleste à la force terrestre et inversement. Donc, je voudrais qu'à cette image des arbres, on puisse s'envoyer nos énergies, nos connaissances pour avancer ensemble, pour évoluer ensemble. Et bon, ce que je propose, c'est que ça se fasse autour d'un arbre qui est dans mon jardin, que j'appelle le bouleau enchantant, parce qu'on a déjà fait des méditations dessous, en particulier pour l'Amazonie l'été dernier, et où il y a une grande vibration qui se crée à travers cet arbre et à travers les humains qui sont là. Donc moi, cette image-là, je voudrais qu'on arrive à partager nos connaissances au niveau spirituel, mais au niveau spirituel dans le sens d'entrer en relation avec d'autres plans de conscience. Et qu'on unisse ces plans de conscience. Bon, ça peut être des personnes qui commencent aussi un travail sur elles, mais à condition qu'on soit vraiment dans une forme de rencontre dans l'humilité, qu'on n'essaye pas de prendre le pouvoir les uns sur les autres parce qu'on en sait plus ou on en sait moins. Enfin, ceux qui en savent moins, en général, ne prennent pas le pouvoir, ils sont plutôt humbles. Mais aussi de reconnaître ce qu'on est, parce que finalement, un ego, on en a besoin. Tant qu'on est sur Terre, il faut aussi qu'on se reconnaisse, et ça, c'est important. Moi, c'est peut-être une chose que j'ai eu du mal dans ma vie. Donc, reconnaître où on en est, les connaissances qu'on a. En particulier, moi, ce que j'essaye, c'est de transmettre, enfin, plus que de transmettre, faire participer à des expériences que j'ai pu vivre, mais sans les imposer, sans dire que c'est mieux que les autres, et que s'il y a des gens qui sont dans la géobiologie, justement, plutôt que dans l'incorporation, ou d'autres qui sont dans la clairaudience, ou dans la clairvoyance, ou dans une forme de chamanisme, qu'on essaie d'unir ces énergies autour de ce boulot qui a beaucoup de force, ou aussi en allant dans la nature, sur des sites énergétiques, mais pour s'aider donc à faire croître nos énergies, mais aussi à faire croître les énergies des lieux, qui a aussi une relation entre la nature et les humains. Et ça, j'ai envie de dire, ça a créé, et je peux pas imposer quelque chose. Donc il y a des personnes que ça intéresse, et éventuellement à l'image, puisque je prends l'image des bosquets d'une forêt, chaque bosquet peut avoir sa spécificité. Est-ce qu'il y aura un lien pour te contacter, pour les personnes qui seraient intéressées justement pour faire ce bosquet chantant, un lien, un site que tu pourrais nous communiquer? Alors, ce boulot enchantant, il est 16 chemin de la Grenouille à Moza. Et bon, moi, par rapport à mon parcours de vie, j'ai un site où je propose aussi éventuellement du travail sur soi, puisque j'ai fait des formations en PNL, en hypnose érectionnelle, des choses comme ça. Donc ce site, le lien, est-ce qu'on peut... Un lien, ça peut se dire oralement, je ne sais pas. Oui. Alors, c'est donc Mireille.Duprat avec un Z, .page avec un S, perso-orange.fr. Ça marche.
Donc du coup, pour toutes les personnes intéressées, n'hésitez pas à aller voir sur ce site. Et sinon, en tapant Mireille Dupraz, on te trouve sur Internet, sur Facebook ou des choses comme ça? Oui, D'accord. je pense, oui. Donc Dupraz, D-U-P-R-A-Z, et Mireille, M-I-R-E-I, 2-L-E. Et comme ça, vous pourrez trouver sur Facebook ou sur Internet différentes informations sur Mireille pour mieux la connaître et peut-être la rencontrer comme ça et faire des choses ensemble. Alors je confirme, hein, si vous tapez Mireille Dupraz, alors on a sur Google, il y a le lien vers mireille.dupraz.pageperso-orange.fr. Parfait. On a confirmation. Eh ben merci à tous, en tout cas, pour ce moment d'écoute, pour ce moment d'échange. De partage. De partage, oui. J'espère que ça vous a convenu et on vous souhaite rendez-vous sur une prochaine émission. Mais merci à vous de m'avoir accueilli. Merci à toi d'être venu. À bientôt.